Bien, pour amorcer donc la conclusion à la fois de cette journée et de l'ensemble de ces assises. Donc la première personne qui va intervenir, c'est Eliane Viennot, que je vous présente. Donc Eliane Viennot est donc membre du comité de direction et du conseil d'orientation de l'Institut Émilie du Châtelet. Elle est agrégée de lettres, elle est professeure de littérature de la Renaissance à l'Université de Saint-Étienne et elle est membre de l'Institut universitaire de France depuis 2003. Elle est par ailleurs présidente de la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime. Alors je signale deux de ses ouvrages qui sont parus dernièrement. Le premier, elle en a publié beaucoup et dirigé beaucoup d'ouvrages collectifs aussi sur ces thématiques-là. Le premier, c'est La France, les femmes et le pouvoir, dont le deuxième volume qui est paru en 2006 et dont le deuxième volume est à paraître cet automne. Et puis un autre ouvrage sur Marguerite de Valois, alors qui, dans son titre réédité en 2005, donc Marguerite de Valois, la reine Margot. Voilà. Donc je donne la parole à Eliane Viennot. C'est évidemment un exercice pas tout à fait simple. En 10 minutes, je vais essayer de tenir. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu aujourd'hui beaucoup de... une grande description des ce qu'on pourrait appeler au fond, pour continuer la métaphore, des faits de résistance à l'égalité des hommes et des femmes. Je ne reviendrai pas sur tous ces faits. C'était évidemment l'essentiel de l'apport de la journée, donc ce n'est pas la peine que je les résume. Simplement, je pourrais dire qu'on en a oublié, bien sûr, il y en a tellement. Hein. On aurait pu parler aussi de quelque chose qui nous concerne directement, l'Institut Émilie du Châtelet et tant d'autres personnes ici, qui est la résistance de l'institution éducative française et de l'institution de la recherche aux études féministes et aux études sur le genre. On aurait pu parler aussi d'une chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est la masculinité toujours intacte des corpus étudiés, hein, en histoire, en littérature, en philosophie. Geneviève en parlait tout à l'heure. On a vraiment fait un tour assez magnifique de tout ce qui est ces résistances, des faux arguments d'autorité, hein, au paternalisme lubrique, en passant par le dévoiement des concepts, etc. Alors, ce sur quoi je voudrais insister sur 3 points. Le premier, ce serait de mettre en valeur peut-être des traits qui sont apparus à travers de nombreuses interventions, aussi bien de la tribune que de la salle, et qui, me semble-t-il, doivent être systématisés. Le premier de ces traits, c'est l'énorme responsabilité des intellectuels dans la résistance à l'égalité. Hein. Aussi bien les intellectuels, les chercheurs, les producteurs de concepts, que l'élite de la culture en général. Hein. On a vu, généralement, ce sont des gens qui ne se sentent pas concernés, a priori, alors qu'il y a quand même le problème est chez eux comme chez les autres, voire plus que chez les autres. Ce sont les producteurs des concepts sexistes, ce sont les producteurs des justifications de l'ordre masculin, ce sont des producteurs de fantasmes, de peurs. On l'a vu beaucoup à travers de nombreuses interventions. La deuxième chose qu'il faut peut-être systématiser, c'est le poids de l'État, le poids de l'administration. On l'a vu à propos de Mademoiselle, on l'a vu à propos, puisqu'on continue à nous donner régulièrement des formulaires. Hein. Ce n'est pas le Pékin du coin qui produit les formulaires, c'est l'État, c'est l'administration, où il faut dire quel est le nom de jeune fille, quel est le nom de ceci, quel est le nom de cela. Donc l'État qui continue, qui fait le gros dos, on l'a dit à plusieurs reprises dans ces journées, mais sur la question des résistances intellectuelles, c'est très important. Les institutions culturelles étatiques également, les musées, l'académie, la BNF. J'ai été associée un peu, pas vraiment malgré moi, parce que j'aurais pu dire non, mais à la dernière exposition de la BNF, je ne sais pas si vous avez vu, sur les héros, les héros d'Achille à Zidane.
Et au dernier moment, ils se sont rendus compte que il n'y avait pas beaucoup de femmes, ça manquait de femmes là-dedans. Évidemment, il n'y en avait pas, ou quasiment pas. Donc il y a là vraiment quelque chose de lourd du côté de l'État, de l'administration, des institutions culturelles étatiques. Les musées, on pourrait s'amuser, ça peut s'amuser à voir à Beaubourg qu'est-ce qui est exposé, enfin bref, tout ça. Les entreprises liées, je dirais, peut-être à la vie des idées, pèsent d'un poids aussi très important. On a parlé des manuels, du milieu éditorial, bien entendu, il y a beaucoup d'argent à faire avec des idées reçues. Les journaux, très important aussi. Et enfin, je dirais presque ici au bout de la chaîne, comme responsable, les hommes et les femmes voilà, que nous sommes, qui reproduisent. Tous les hommes et les femmes ne sont, je ne crois pas, aussi responsables de la résistance à l'égalité. Si on a dit, on est parti de l'idée qu'il y avait un consensus sur l'idée de l'égalité, c'est qu'elle est partagée, c'est vrai qu'elle est partagée, mais ensuite il y a effectivement des gens plus responsables que d'autres qui ont intérêt au maintien des inégalités. Et bien entendu, les sondages montrent très souvent la différence qu'il y a entre ce que pensent les gens en général. Oh, ils ne sont pas contre qu'il y ait une femme présidente, ils ne sont pas contre la parité. Les premiers sondages sur la parité ont montré que 80% des gens étaient pour la parité. Alors il y a donc les gens. Voilà, les gens qui ne sont pas forcément contre, mais qui sont manipulés par les médias, par les administrations, par l'enseignement. Deuxième chose sur laquelle que j'ai trouvé intéressante aujourd'hui, c'est ce qui a été dit sur comment faire advenir. Alors je reprendrai peut-être, je vais citer mon camarade qui est tout près de moi, à ma droite. Comment faire advenir des perspectives critiques sans dogmatisme? Ça me semble, c'est-à-dire comment convaincre, car nous sommes là au cœur de l'action. Il ne suffit pas d'avoir les bonnes idées et de savoir repérer où sont les problèmes. Il faut ensuite faire partager notre compréhension des problèmes. Alors, une chose qui a été dite, c'est les faits. Catherine Vidal a parlé de ça. Il faut parler des faits, il faut faire connaître les études, il faut faire connaître les femmes qui ont écrit autrefois, il faut faire connaître notre histoire. Nous nous y attachons, mais il est vrai qu'il faut travailler auprès du public. Là, on a vraiment, peut-être, on est dans la problématique des intellectuels, ne pas simplement se contenter de produire des études qui font un beau livre sur une belle étagère, mais il faut les faire connaître. C'est évidemment, ça double notre travail, mais si on ne passe pas par là, ou peut-être il faudrait aussi peut-être généraliser des formes de collaboration entre les chercheurs, les chercheuses, les enseignants, les diffusants, etc. Il faut faire connaître les faits, il faut compter. Ah oui, bien sûr, compter. Quelle vertu merveilleuse que nous avons redécouverte avec la parité. Comptons, mettons-nous à compter. Il y a une vertu de la démonstration avec cet outil qui est formidable. Il faut appeler un chat. Je crois que ça a été dit aussi. Et une chatte, voilà. Il faut dire que nous faisons des études féministes, il ne faut pas les abandonner, il faut parler de la domination des hommes. Effectivement, il faut dire que c'est bien le genre, on en a besoin dans certaines stratégies, mais aussi on n'est pas obligé, on peut montrer aussi ce qu'il y a en dessous. Il y a aussi, alors j'ai retenu, et moi j'y suis extrêmement sensible, la démonstration par l'histoire. C'est essentiel, Michel Thor en a parlé au début de la séance. Bien souvent, les idées fausses circulent parce que l'histoire n'est pas connue. Alors, il a parlé de la filiation, qui n'est pas vieille qui n'est pas très vieille, une dizaine de siècles, mais bon, la filiation patrilinéaire. J'étais très sensible aussi sur les femmes philosophes. Alors moi, je suis spécialiste de l'Ancien Régime et vous n'avez pas idée du nombre de livres qui ont été écrits au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle sur les femmes philosophes et la bagarre qu'il y a eu dans le milieu intellectuel pour dire « mais oui, il y a des femmes philosophes ». Donc nous sommes ici en train de refaire, je ne sais pas si nous réinventons le fil à couper le beurre. Non, nous sommes simplement confrontés à des résistances longues, très longues, et à un effacement génération après génération de ce qu'ont pu faire nos
nos ancêtres dans le même sens que ce que nous faisions. Évidemment, l'histoire de la langue m'intéresse énormément. Je dirais ici, peut-être je répondrai à une question qui a été, à des questions qui ont été posées sur la question du lexique. Alors, on a plusieurs problèmes avec la langue. On a le problème du lexique, c'est ce qu'on appelle les noms, les noms, par exemple, les noms de métiers. On a le problème des accords, on a le problème des pronoms. Sur le lexique, il suffit de dire, moi je le fais régulièrement avec mes étudiants, ça marche, mais il n'y a pas besoin d'avoir des discussions oiseuses. Il suffit de dire que les mots ont toujours existé. La plupart des mots que nous croyons devoir réinventer ont existé, ont été utilisés. Jusqu'au la fin du XVIIIe siècle, on a dit un officier, une officière. On a dit un artificier, une artificière. On a dit un inventeur, une inventrice. On a dit un auteur, une autrice. Et ces mots, souvent, ont eu à subir des foudres. Le mot autrice, par exemple, a été l'objet d'une guerre pendant plusieurs siècles. Il ne faut pas dire autrice, disaient certains. Il ne faut pas dire médecine, il faut dire médecin. Donc, une fois qu'on a vu que les mots existent, la démonstration est toute faite. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher l'idée qu'il faut que les femmes soient visibles, etc. etc. Et moi, je signale que, enfin, je trouve qu'il est plus utile de parler de lutte contre la masculinisation de la langue qui a eu lieu que de lutte pour la féminisation de la langue. Lorsque nous parlons de féminisation de la langue, nous donnons toujours l'impression que nous faisons violence à une langue pour nous y installer. La langue française fonctionne normalement, elle est genrée normalement. Elle a fonctionné, je le disais, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle de manière complètement neutre au point, je veux dire, masculin-féminin. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas recommencer. Sur la question des accords, c'est exactement la même chose. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les gens, y compris les lettrés, c'était une bagarre au sein des lettrés, mais les locuteurs faisaient une chose extrêmement simple. Ils accordaient avec le dernier mot d'une énumération. Les chiens, les oiseaux, les femmes, la pluie est tombée et voilà. C'est tout, c'est très très simple. Ça s'est fait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc à mon avis, on pourrait recommencer et faire abolir cette loi que nous apprenons à l'école vers 7 ou 8 ans, que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est une loi faite, qui a commencé à être pensée au XVIe siècle, qui a été légiférée par l'Académie française et contre lequel nos ancêtres ont lutté. Donc peut-être on peut en faire autant puisqu'ils l'ont fait eux-mêmes. Et enfin, la dernière chose sur les pronoms. Alors c'est très important, les pronoms, c'est ce que Geneviève Frey, je crois qu'elle a dû partir, à appeler la capacité à représenter un pronom. Eh bien, j'ai trouvé récemment une citation dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais, c'est pourtant quelque chose d'extrêmement connu. Personnage qui s'appelle Marceline, qui, entre nous soit dit, est une féministe. C'est la féministe de la pièce, dont on a supprimé généralement quelques répliques dès le temps de Beaumarchais, et qui dit quelque chose comme ça: j'ai été élevée pour être raisonnable, et je la voulais être. Fin du XVIIIe siècle. On pourrait recommencer. Alors, dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est, au fond, si on veut vraiment lutter, il faut arriver à comprendre, au fond, à qui profite le crime, à qui profite la persistance des idées fausses, à qui profite la répétition des stéréotypes. Alors là, on peut dire à tous les hommes. Je crois que toutes les autres sessions l'ont montré. S'il continue à y avoir des écarts de salaire, s'il continue à y avoir beaucoup plus de femmes battues que d'hommes battus, etc., c'est parce que dans les domaines des idées, dans les domaines intellectuels, on a l'idée que le masculin l'emporte sur le féminin. Il faut bien qu'à un moment, ça rentre dans la réalité. Donc oui, ces résistances qui sont, je pense, organisées par le monde intellectuel en général, profitent à tous les hommes pour maintenir la domination masculine, pour maintenir la domination des hommes. Donc, ça profite aussi aux hommes qui sont en position de pouvoir. C'est une évidence. Si 50 ans après le droit de vote, il y a toujours aussi peu de femmes élues, c'est que voilà, il y a quelque chose qui se passe entre ce que nous avons dans la tête de la place du féminin et de la place du masculin et ce qui se passe dans la réalité des pouvoirs. Ça profite évidemment aux hommes qui dominent dans le monde économique, dans le monde médiatique, dans le monde intellectuel. Et je voudrais en finir sur ça, à nouveau. La haute fonction publique est très masculinisée. Ce sont eux qui pilotent les musées, tout ça, enfin tout se tient, n'est-ce pas? Et la haute fonction publique, encore une fois, qui est spécialisée dans la recherche et l'éducation, est la plus masculinisée.
elle est masculinisée. Il y a quelques années, elle en était à 93%. Donc encore plus masculinisée que l'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc ça, là, il faut absolument obtenir, à propos de la loi sur la féminisation des titres et des fonctions, il faut absolument obtenir qu'il n'y ait pas seulement nos élus qu'on regarde à la loupe, mais aussi les nominations qui viennent de l'État, et de tous les gens qui sont en position de décider, pas forcément sous la rampe des Sunlight, là, mais qui sont en position de décider. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus. Tout se tient. Il n'y a pas un domaine intellectuel qui concernerait les chercheurs, les élites, etc., les gens diplômés, et puis le reste de la société. Tout se tient, absolument. Et eh bien, le combat continue, je crois, et l'histoire n'est pas finie, heureusement pour les historiens et les historiennes. Bien, nous voici donc au terme de ces premières assises de l'Institut Émilie du Châtelet, qui étaient consacrées 5 lundis successifs, on l'a dit et redit, aux résistances à l'égalité femmes-hommes. Et puisqu'il me revient de conclure et donc de faire le bilan de cette manifestation inédite, je veux dire que l'enthousiasme et l'espoir que nous avons partagés lors de l'ouverture ont été brillamment confirmés tout au long du mois. Ces assises ont été un véritable succès. Et ce n'est pas une impression, ce sont des chiffres. Eliane Viennot vient d'insister sur les chiffres, les données brutes qui l'expriment au mieux. 5 lundis après-midi successifs, c'est un hémicycle de plus de 200 places que vous voyez, qu'il fallait remplir. Le défi était de taille, on peut dire qu'il a été relevé. Le nombre des inscrits dépassait systématiquement la capacité de l'hémicycle. Les présents oscillaient entre 130 et 180 personnes. Aujourd'hui, c'était plus que cela. Au fil du mois de juin, la variété des thématiques, leur adéquation avec les préoccupations des franciliennes et des franciliens, ou au moins une partie d'entre eux et d'entre elles, la qualité de l'organisation ont garanti une affluence dont je peux vous dire qu'elle est plutôt rare dans cette institution. À vrai dire, je ne connais aucune autre manifestation tenue ici qui ait mobilisé 4 membres de l'exécutif régional et la directrice générale des services lors de sa séance d'ouverture, qui ait permis à 5 d'entre eux de s'exprimer au cours de l'événement et au total qui ait donné la parole à 8 élus. Au-delà des chiffres, beaucoup ont remarqué que ces élus se sont rarement contentés de venir juste saluer l'assistance. Plusieurs ont même assisté à au moins 2 après-midi. Tous et toutes ont assisté à au moins une table ronde. Et croyez-moi, ce n'est pas rien pour des élus. Preuve supplémentaire du succès, cette participation effective, vérifiable, ne tient pas compte de la retransmission de la manifestation sur le site internet de la région, pour laquelle je tiens d'ailleurs à vraiment remercier la direction de la communication. Ici, nous en sommes toutes et tous convaincus, la réflexion sur l'égalité entre les femmes et les hommes ne constitue pas une thématique dépassée. En consacrant cette première édition des Assises aux résistances à l'égalité femmes-hommes, l'Institut Émilie du Châtelet a de façon évidente rencontré les préoccupations et les questionnements de nombreux chercheurs et chercheuses, actrices et acteurs sociaux, responsables politiques et associatifs. J'ajouterai qu'à de nombreuses reprises, ce que nous avons entendu a eu le mérite de réactiver nos colères, parfois émoussées, et pourtant ô combien nécessaire. À côté des chiffres, il y a aussi la petite histoire, le vécu de l'institution, qui est souvent tout aussi important, peut-être parfois plus. Dès le lendemain de la première après-midi, du premier lundi après-midi, Catherine Barbarou, notre directrice générale des services, qui avait consacré la veille plus de 2 heures à la présidence d'une table ronde sur l'accès des femmes au pouvoir, a tenu à mentionner l'intérêt de la manifestation lors de notre réunion hebdomadaire de l'exécutif régional, notre petit conseil des ministres à nous, et la conviction et la mobilisation de 2 de nos élus, Michel Loup, que je salue, conseillère régionale en charge d'une mission sur la parité, Claire Villiers, qui est passée plusieurs fois, vice-présidente en charge de la démocratie régionale. Je crois que tout cela, ensemble, a eu un réel effet. Et cet effet, on a pu le noter, vous avez pu le noter si vous étiez présent
ce jour-là. Sur leur suggestion, le président du Conseil régional, Jean-Paul Huchon, a choisi de signer officiellement la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale lors de ces assises. Par cet acte symbolique, notre président a engagé la communauté régionale dans une démarche de réflexion et d'action en faveur de l'égalité. Je crois qu'il a aussi implicitement désigné l'Institut Émilie du Châtelet comme le lieu où devait être signé ce pacte, où devait être poursuivie cette démarche. La petite histoire, ce sont aussi tous ces élus et élues, qui nous ont remerciés de les avoir sollicités. Je citerai Zinedine Mjati, conseiller régional et président du Conseil de l'égalité, qui a particulièrement apprécié la qualité des débats et des intervenants et qui l'a fait publiquement savoir, en particulier en parlant de la séance consacrée au sport, qui avait enrichi sa propre réflexion sur le sujet et s'intéresse beaucoup au sujet du sport. Et comme beaucoup, il a demandé de pouvoir garder une trace de cette plus-value intellectuelle. Au fond, la réussite de ces assises se mesure aussi bien en interne qu'en externe. À l'extérieur de l'institution régionale, l'IEC, l'Institut Émilie du Châtelet, a poursuivi le travail mené au travers des conférences et des journées thématiques. Autrement dit, il s'est affirmé comme un lieu où l'on pense le sexe, les femmes et le genre, et où toutes les recherches produites sur ces thématiques sont mises en valeur. À l'intérieur de l'institution, c'est tout d'abord la légitimité de cette thématique qui a été confortée. J'évoquais en ouverture les railleries qu'il avait parfois fallu surmonter pour labelliser les problématiques du genre en domaine d'intérêt majeur. Qui peut aujourd'hui prétendre que l'égalité entre les femmes et les hommes est une thématique dépassée quand elle rassemble une telle audience 5 lundis de suite? Je l'ai dit, toujours à l'intérieur de l'institution, c'est l'Institut Émilie du Châtelet qui a gagné et en notoriété et en crédibilité. L'objectif de ces assises était aussi d'articuler les besoins de l'institution régionale aux activités de l'Institut Émilie du Châtelet, en signant cette charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. Au cœur de cet événement, il me semble que le président vous engage à poursuivre dans ce sens. Acte symbolique, cette signature engage aussi clairement notre collectivité à se donner les moyens d'avancer dans cette quête de l'égalité, et le document que Claudie Bodino vous a présenté tout à l'heure, fruit d'un petit groupe de personnes motivées et actives, est aussi un signe de ce que nous arrivons à faire jour après jour pour qu'au quotidien, au fond, se traduise ce que nous souhaitons toutes et tous ici. Bien entendu, le soutien sans faille à l'IEC en témoigne. L'Île-de-France ne part pas de rien. Ces assises ne sont pas le point de départ de ce que nous pouvons faire, mais pour aller plus loin, beaucoup reste à faire. La bonne volonté des élus de tout sexe ne suffit pas, elle doit être guidée par la réflexion des experts. Si de côté, et au nom de notre collectivité régionale, je m'engage à soutenir les activités de l'Institut Émilie du Châtelet, à pérenniser, par exemple, le soutien à la jeune recherche sur le genre, au moins tant que je serai en situation de le faire. De l'autre, il me semble que l'Institut Émilie du Châtelet doit poursuivre le dialogue entamé de façon tout à fait fructueuse avec notre institution. Plus que jamais, je vous engage donc, je nous engage, à réfléchir ensemble aux moyens de conjuguer l'engagement politique à promouvoir l'égalité et la valorisation des savoirs et savoir-faire dans le domaine du genre. Et pour clore réellement ces premières assises de l'Institut Émilie du Châtelet, j'adresse à mon tour mes remerciements chaleureux aux membres des 2 comités de l'Institut, le comité directeur et le comité d'orientation, et à tous les membres du conseil scientifique. Je veux aussi saluer les services de la région qui, de la DRIES, je ne vous dis pas ce que ça veut dire, à la DIRCOM, tout le monde comprend, en passant par les moyens généraux, ça part de soi, ont rendu ce succès possible. Nos remerciements, mes remerciements également aux intervenants, aux intervenantes, aux participants, aux participantes qui ont nourri les débats, et enfin,
Je ne veux pas oublier Claudie Bodino, qui à mes côtés a été une véritable cheville ouvrière, matinée d'éminence grise, encore que le gris ne soit pas exactement sa couleur de cet événement. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux succès, une prochaine édition des Assises dès 2009, n'est-ce pas, Madame la Présidente, n'est-ce pas, les uns, les unes et les autres. Merci beaucoup et encore bravo.